Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un NVR HKVision qu'on va paramétrer, on va parcourir, il y a beaucoup d'options, c'est parti. Alors d'entrée de jeu quand on le démarre, il nous propose de choisir la langue, je valide en français. On va faire le point sur le NVR, puis on va parcourir très rapidement la partie web, puisqu'on va retrouver principalement les mêmes fonctions. Donc il me propose de le démarrer en 1920, je suis d'accord. Il me demande de saisir un mot de passe, je vais devoir saisir le mot de passe et je vais écourter la vidéo pour que vous ne puissiez pas lire le mot de passe bien sûr. Voilà, c'est bon, je viens de saisir le mot de passe, je valide l'information. Il me dit que maintenant l'appareil est activé, donc quand l'appareil n'est pas activé en fait c'est qu'il a encore le mot de passe par défaut. Alors au démarrage, il me demande de saisir le mot de passe de l'HK Connect. Donc là, dans notre exemple, je ne vais pas le faire, mais bien sûr, vous pouvez le faire. Ça va vous permettre de pouvoir vous connecter directement depuis votre application HK Connect et pouvoir vous connecter à distance sur ce NVR. Donc maintenant, il me demande quelle heure il est. Donc ça va être nécessaire pour le bon fonctionnement du OnVIF et puis bien sûr des enregistrements. Donc nous, on se situe à Paris. On est bien jour, mois, année. C'est la bonne date. Par contre, c'est pas la bonne heure. Parfait, je fais suivant. Ensuite, il me dit le type de réseau qu'il faut. Bon, choisissez auto-adaptatif. Normalement, il va négocier par rapport au type de câble que vous avez. Il y a de fortes chances que vous soyez en gigabit. Mais le problème, c'est que s'il y a un défaut de câble ou autre, vous allez perdre la connexion. Alors que si vous mettez en auto-adaptatif, s'il y a un défaut de câble, vous allez perdre en débit, mais vous allez quand même pouvoir vous connecter au NVR. Et en le redémarrant ou autre, vous allez peut-être pouvoir espérer de récupérer le gigabit attendu quoi. Donc laissez en gigabit. Là il nous demande un DNS à privilégier, nous on n'en a pas. Donc par défaut mettez 888, ça va suffire, 8 voilà. Au niveau de son adresse IP, je vais mettre autre chose parce que je vais avoir des problèmes sinon. On va essayer de trouver une adresse pour lui, je pense que ça sera le 100. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test de ping pour m'assurer qu'il n'y a pas d'équipement qui soit sur l'adresse IP 100. Comme c'est pas le cas, je peux me permettre de le faire. Le masque sous réseau, si vous savez pas de quoi il s'agit, laissez 255 3 fois, c'est très bien. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de votre box. Donc ici, vous pouvez renseigner 192.168.1. Pour mon cas, c'est 254, mais sinon c'est souvent .1 à la fin. Et je vais faire un petit encart où vous aurez les différentes box avec les différents opérateurs. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de quelle adresse IP a la box de votre client ou de votre système. Ensuite, il me propose une plage d'adresse IP pour les caméras. Là, il me propose 192.168.254.1. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? On peut mettre ce qu'il veut. On va laisser ça et on peut faire suivant. Donc là, il a détecté un disque dur. Il est à l'intérieur. Il me propose de pouvoir faire de l'écriture et de la lecture dessus, c'est normal. Il est local, il fait à peu près 2 Tera, c'est très bien. Ici, il a détecté les caméras qu'il y a sur le réseau. Donc ceux inactifs, rappelez-vous, c'est qu'ils ont le mot de passe par défaut, et actif, c'est que le mot de passe ne peut pas s'y connecter comme il veut. Donc là, il a bien détecté une petite caméra HKVision que j'ai mis pour l'exemple. Comme ça, vous aurez l'exemple avec une caméra. Bon, une fois que vous l'avez fait sur une caméra, vous pouvez le faire sur 200 caméras, c'est exactement pareil. Donc on va choisir notre caméra en question et puis on va l'ajouter. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Là, c'est vraiment bien fait, je trouve qu'on est bien assisté. Il me propose directement de me connecter sur HK Connect avec la possibilité d'activer le QR code et le code de vérification. Il faut le comprendre comme un code d'installateur. Là, je vais mettre mon code à moi. Bien sûr, je vais devoir flouter tout ça. Désolé. Vous cochez bien sûr la case, sinon vous ne pouvez pas faire suivant. Et vous faites OK. Et ensuite, je fais terminer. Donc, on peut faire clic droit. À ce moment-là, on peut choisir quel type de caméra on met sur l'écran. Donc, quand vous arrivez à l'écran, vous faites clic droit, vous faites menu. On va aller au plus simple. Ici, vous avez la liste des caméras, mais elles ne sont pas encore paramétrées. Bien sûr, la relecture. Ici, la gestion des fichiers, télécharger, tout ça. Les outils intelligence, tout ça à cet endroit là, et là nous on va être intéressé par les caméras.
Donc ici, il va détecter des caméras en automatique. Nous, on va pas faire de paramétrage en automatique, c'est-à-dire que vous branchez votre caméra et c'est plug and play. On va faire un paramétrage comme une grosse structure, c'est-à-dire que vous avez votre NVR, il est connecté à un réseau que vous maîtrisez et vous mettez sur le même switch, parfois PoE, hein, c'est peut-être une bonne idée de faire ça, de brancher directement vos caméras. Donc là, si vous avez 64 caméras, même 200 caméras, bah sur un NVR, il n'y aura pas la place de tout brancher. Donc là, on va le faire comme on l'utilise habituellement. Donc ici, vous faites caméra IP, vous faites éditer. Là, vous passez en manuel. Et là, ici, vous renseignez l'adresse IP de la caméra que vous voulez paramétrer. Pour mon cas, comme la caméra, elle est par défaut, je mets .64. C'est l'adresse IP par défaut des caméras Ashika. Au niveau des protocoles, c'est plutôt bien fait là. On a beaucoup de protocoles dispo. Donc on a le fameux OnVIF, le protocole passe-partout au niveau des caméras. Ensuite, vous avez des grandes marques qui sont présentées ici. Et ensuite, vous avez la fonction custom. Et en fait, c'est le protocole RTSP. Vous renseignez ici le login, le mot de passe. Et puis, vous pouvez regarder votre caméra avec un flux RTSP directement. Donc nous, on a bien une caméra Ashika Vision dans notre exemple. Vous pourrez mettre autre chose, hein, ça fonctionne. Et on va mettre ici le login et le mot de passe. Alors, pour que la caméra soit active, je vais dans SADP et je vais lui renseigner directement un mot de passe. Donc là, comme j'ai coché l'option Ashika Connect, il va me proposer un code de vérification. C'est un peu un code installateur. C'est que si quelqu'un voit votre caméra, scanne le petit QR code qui est à l'arrière, ben, il lui faut encore le code de vérification pour qu'il puisse se connecter à cette caméra. Sinon, il se connecterait à la caméra juste avec le QR code. Donc ce petit code-là, c'est comme un code installateur. Vous mettez votre code à vous, vous le renseignez à votre client, ou en tout cas vous le renseignez dans l'application Ashika Connect, et vous pouvez vous connecter tout simplement à votre caméra. Donc là, je viens de mettre à jour la caméra. Il va me demander un login, un mot de passe pour que si je perds mon mot de passe, je puisse le ressaisir. Donc maintenant que ma caméra est activée, il a besoin du bon mot de passe. Encore une fois, je vais devoir couper cette scène-là, mais vous avez compris les grandes lignes. Bref, je le mets comme ça. Vous verrez un bout de mon bras. De toute manière, le but, c'est pas ce que je filme, mais c'est comment on le fait. Donc, cette caméra, maintenant qu'elle est paramétrée, on va passer au direct. Donc vous avez un écran comme ça, vous voyez, je peux bouger tout en direct. Vous voyez bien une activité quand c'est fait. Vous avez différents boutons. Je vais essayer de le mettre sur une mosaïque un peu plus petite. Comme ça, on va voir les fonctions. Donc vous pouvez capturer, vous pouvez faire de la relecture instantanée, c'est-à-dire vous pouvez revoir les dernières secondes de ce qui s'est passé, même si le fichier de relecture n'est pas encore enregistré complètement. Hein. Donc ça vous permet de faire une relecture sur une très courte distance. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire un zoom numérique, ça veut dire que vous utilisez votre molette pour zoomer, et bien sûr ça ne zoome pas sur, ça ne change pas la lentille de la caméra, hein. C'est juste des pixels qui s'écartent, hein. Ça c'est parfait. Ensuite, si la caméra elle a une fonction micro, vous pouvez monter ou activer le son. Là, vous pouvez choisir à peu près le type de flux que vous voulez à l'écran. Alors là, vous pouvez choisir la stratégie de vue en direct, ça veut dire où vous avez du temps réel, donc ça veut dire que la vision va être la plus directe possible. Par contre, il peut y avoir des petites saccades, où il y a un petit buffer, ça veut dire que si vous perdez quelques images secondes, lui, il a fait en sorte que ça soit rattrapé, ou alors vraiment fluide, c'est-à-dire là il prend une grosse marge, donc il peut se passer 1 ou 2 secondes entre ce qui s'est passé et ce que vous voyez à l'écran, mais au moins il n'y a aucune coupure à l'écran. Après ça dépend du besoin. Si vous êtes dans un cas où c'est un magasin ou autre et quelqu'un est en train de voler, les quelques secondes peuvent compter, donc mieux vaut mettre du temps réel. Alors, si c'est un jardin, vous mettez fluide, parce que ce que vous allez surtout faire, c'est de la relecture, donc vous voulez quelque chose qui soit joli à l'écran, quoi. Donc ça dépend tout à fait de l'utilité de votre besoin. Donc si vous savez pas, il y a une option équilibrée, c'est très bien, hein, vous la mettez. Ensuite ici, c'est des informations qui sont plutôt sympas. Vous allez savoir si vous êtes sur le flux principal ou secondaire, combien il y a d'images secondes, combien la caméra mange en débit réseau en temps réel, bien sûr la résolution, est-ce qu'elle est assez grande ou pas, mais par défaut c'est le plus grand possible, et le type d'encodage, ça va vous permettre de voir si vous êtes bien calibré ou pas. Le H265, c'est quelque chose de moderne, on est sur un encodage qui demande un petit peu de peps au niveau processeur. Cet enregistreur est capable de l'assumer, donc c'est très bien. On a une bonne compression vidéo, ça veut dire peu de place sur le disque dur, peu de place
passe en débit réseau et une belle image à l'écran. Après, les différents encodages, il y en a beaucoup, il y en a plein, surtout des dérivés d'encodage, et ça mérite une vidéo à part entière que je ferai peut-être sur la chaîne si vous me mettez un petit message en commentaire en me le demandant. Sinon, vous pouvez aussi faire un petit pouce bleu sur la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment, hein. Ça, je vous remercie. Et ensuite, vous pouvez aussi lancer un enregistrement directement sur le NVR, mais bon, il enregistre déjà, hein. Je pense que c'est pour faire un enregistrement qui va pouvoir être exporté plus tard directement sur une clé USB. Ce bouton-là va vous permettre de commuter sur le flux principal ou le flux secondaire. Alors on peut le voir ici, là on est sur le flux principal, et quand je clique dessus, on voit que j'ai basculé, on le voit tout en bas ici, hein, j'ai basculé sur le flux secondaire. Donc ça, ce bouton-là, c'est pour choisir le type de flux. Flux secondaire, bah bien sûr, vous avez moins de ralentissement, mais c'est moins joli. Flux principal, c'est joli, et s'il arrive à encaisser, ça va bien. Sinon, vous pouvez avoir quelques ralentissements. Là, c'est un NVR qui est plutôt récent. Vous pouvez le mettre en flux principal, ça marche. Bah, bien sûr, si vous avez 64 caméras et vous mettez tout en flux principal, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui est assez puissant pour pouvoir gérer tout ça. Il faut trouver un équilibre, et cet équilibre-là, elle a du sens à partir du moment que votre mosaïque, elle est faite de plusieurs caméras. Il n'y a pas besoin d'avoir tout en 4K. Ça n'a pas de sens, puisque sur la mosaïque, ça prend une toute petite place sur l'écran, quoi. Donc ça, faites bien attention. Je remets en plein écran. Ensuite, ici, on affiche les VCA, c'est-à-dire pour les caméras qui sont capables de détecter les humains ou autres, et ben on va avoir un petit cadre. Vous avez dû déjà voir ça sur des démos ou autres. Donc là, si vous le voulez pas, le cadre, et ben vous cliquez dessus, ça le retire, ou sinon ça vous encadre une belle petite voiture quand ça passe. Alors désactiver le poste, ça je pense que je vais en faire une vidéo à part entière, parce que c'est un truc qui m'a vraiment passionné à découvrir. On peut filmer des caisses, pardon, et afficher les articles qui passent au niveau du scanner, quoi. Et comme j'ai travaillé anciennement dans la grande distribution et j'ai fait de la caméra de vidéosurveillance, et ben je sais que c'est un point qui m'a été demandé, j'ai déjà mis en place, et c'est vraiment passionnant ce point-là. Ensuite, activer le positionnement 3D, je pense que ça sert, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que ça sert surtout pour les dômes. Cette caméra-là ne fait pas dôme, mais vous pouvez par exemple sélectionner une zone, et puis le dôme va zoomer directement dans la zone que vous avez sélectionnée. Vous voyez, on peut sélectionner là-bas par exemple une voiture qui passe, hop, je sélectionne, et il va lui-même faire haut, bas, zoom. C'est plutôt bien fait ça. Donc voilà à peu près pour le direct. Au niveau des points cibles, ici il y a des éléments intelligents. Alors la caméra elle n'est pas intelligente, donc on va pas pouvoir faire grand chose, mais ici on peut faire de la détection de véhicules et le lister. On peut faire de la détection de visage, attention, en France c'est réglementé. La détection de corps humain, en France ça va un peu mieux, la détection de corps humain, il n'y a pas de souci, c'est la détection de visage qui est réglementée vraiment sévère. Et ensuite vous pouvez gérer les différentes alarmes, si vous voulez à l'écran ou pas voir le signalement de ce qui se passe. Ensuite vous avez la relecture. Alors ça, c'est un peu ce qu'on a habituellement. Donc vous me voyez dans les débuts quand j'ai branché la caméra. Ici je dois pouvoir zoomer avec la molette, voilà. Donc je peux avancer la caméra. Après vous voyez mon bras bouger, je suis désolé, la caméra elle filme pas des choses très intéressantes, mais vous voyez que ça se passe bien. Je peux bien sûr faire lecture. On peut faire un fichier externe, donc là il va commencer à consulter la clé USB qu'elle détecte là, et puis on va pouvoir faire un export dessus, etc. Ça, vous pouvoir voir les vidéos qui sont déjà posées sur la clé USB. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de voir les vidéos qui sont seulement sur le NVR. Après, vous avez une fonction de sous-période. Donc sur ce bouton-là, ça vous permet d'avoir plusieurs enregistrements, et puis vous pouvez bien sûr sélectionner à tel moment. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, on vient de réinitialiser le NVR, hein. Mais vous voyez que là, je peux demander ici, là, je peux demander le tout début, ici, je peux demander la fin, et on peut avoir voilà, des séquences comme ça. On peut mettre des marqueurs, bien sûr, et on peut faire aussi des séquences et couper. Par exemple, vous pouvez sur une même vidéo vous arranger pour que la personne, on la voit en train de voler une bouteille de whisky sur la place, sur la caméra 1, en train de voler des bonbons sur la caméra 2, sortir du magasin sur la caméra 3 sans payer, et la voiture dans le parking sur
le plan 4 quoi. Et tout ça, vous pouvez faire donc un cut ici. Alors, attendez, je vais faire ça. Après, tout ça, on peut faire un cut ici. Vous avancez un petit peu. Voilà. Vous coupez ici. Alors, attendez, je coupe ici. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Vous faites la durée du clip, voilà, de 10 minutes. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. La vidéo et le journal ou avec le lecteur. Donc, vous pouvez faire vidéo et journal. Et là, c'est en train de l'exporter sur la clé USB qui est en train d'être détectée. Voilà, là, je choisis ma clé USB, bien sûr. Le type où je choisis défaut ou en MP4. Et je peux formater ma clé USB avant de pouvoir glisser les vidéos si j'ai pas assez de place. Alors, il faut savoir que le MP4, c'est pratique parce qu'on peut l'ouvrir de n'importe quel PC, ça c'est bien. Par contre, les formats propriétaires, chez Dahua, chez Ashika, chez UNV, chez plein d'autres marques, ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des informations qui va permettre d'identifier la caméra et pouvoir identifier si cette vidéo-là, elle a bien été exportée de cette caméra-là. Et ça, quand même, sur un critère juridique, ça peut être très important. Donc, ça dépend, en fait, du cas. Si on est dans un magasin ou autre, ça pose pas vraiment de problème. Si on filme chez vous ou autre, peut-être que c'est plus pertinent de pouvoir prouver que c'est bien une caméra qui a filmé chez vous et non pas une caméra qui a filmé ou une autre caméra et que vous avez fait un montage vidéo, quelque chose comme ça. Donc là, on a un genre de filigrane qui est invisible, hein, on ne le voit pas à l'écran, mais qui va tracer dans le fichier de l'export. Et c'est à cet endroit-là que ça peut être intéressant. Alors, on va faire un export hein, quand même de la vidéo, on va bien voir ce que ça donne. Et puis, on va faire aussi un export avec le lecteur. Voilà, comme ça, on aura fait les deux exports différents. Je me demande si je peux faire un fichier, oui, je vais l'appeler lecteur. Comme ça, on va tout de suite voir sur le PC qu'est-ce qui m'exporte comme fichier, comment on fait pour le relire. Je vais faire aussi un export avec la vidéo et le journal, mais cette fois-ci en format MP4. Comme ça, on va voir toutes les différences d'exportation qu'on peut avoir. Hop, je vais recliquer sur le direct de ce côté-là. Je vais brancher ma clé USB et on va voir sur le PC qu'est-ce qu'on a à l'écran. On a ici des fichiers en format MP4 comme j'avais demandé tout à l'heure. Ils sortent de cette manière-là. On voit bien ma vidéo. On voit le fichier qui comprend Ashika, le nom d'utilisateur, le device avec les différentes informations dessus. Et on a toutes les informations de la caméra. C'est plutôt bien fait. Ensuite, on a la fonction avec le lecteur. Donc un lecteur qui est un player, je vois. On va le décompresser tout de suite. Qui n'a pas l'air d'avoir été nécessaire pour pouvoir lire la vidéo, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais lancer le player. Ça ressemble un peu à VLC au niveau apparence. Et là, on voit bien le player qui s'affiche avec la vidéo. Mais cette fois-ci, j'ai les informations de mouvement et sûrement que je vais avoir quelques informations supplémentaires, comme la possibilité de faire des ralentissements et tout ça à l'écran. Ça, j'en doute pas un instant. Je suppose que si vous avez du mal à aller chercher le fichier, vous pouvez tout simplement le copier, glisser dans le lecteur. Voilà, tout à fait, ça fonctionne aussi. Comme ça, pas trop de complications. Ensuite, quand on le télécharge en MP4, ça ressemble sensiblement à la même chose. Hein. Et si je le sélectionne comme ça, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est le même, c'est carrément le même fichier. Hein. Oui, ça. En tout cas, le comportement pas vraiment différent. Au niveau des fichiers qui sont utilisés, pareil, ça comporte à peu près les mêmes informations. Donc en fait, ce que je pense, j'ai exporté en format par défaut ou en MP4, mais comme le format par défaut doit être MP4, eh bien, quand je relis sur ma clé USB, tout est en MP4 et tout comporte un petit fichier à côté texte avec toutes les informations et détails de la caméra. Et bien sûr, je peux utiliser le player de chez Ashika pour pouvoir lire ça avec un peu les normes Ashika. Mais vous pouvez l'ouvrir sur VLC, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne aussi de la même manière. Donc, au niveau de la relecture, il n'y a pas grand chose d'autre à voir. Hein. On a quelques fonctions quand même sur la droite. On peut désactiver le chevauchement du poste. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était les articles qui s'affichent en superposition de la vidéo lorsque vous avez une caisse. Donc pour ça, ça demande un peu de paramétrage, mais il y a parfois des caisses ou des imprimantes caisses qui envoient les articles qui sont actuellement en train d'être scannés et vous avez à l'écran le produit qui a été scanné. Alors à quoi ça sert? Si vous avez un code barre je sais pas, de poire et de pommes qui vient d'être scanné et que au final à l'écran vous voyez que c'est une bouteille de whisky qui est passée,
bah là vous allez pouvoir en tout cas le justifier sur la vidéo que ce qui a été passé en code barre ne correspond pas à l'article qui a été passé sur la douchette ou le scanner de la caisse. Ensuite, vous pouvez commuter entre le réseau secondaire ou primaire. Bon bah là, si je n'ai que le flux principal qui est enregistré, je peux pas le basculer. Alors, à quoi ça peut servir? Je pense que lorsqu'on fait de la relecture sur plusieurs caméras en même temps, par exemple sur 8 caméras en même temps, bah, si vous faites les 8 sur du flux secondaire, ça va aller beaucoup plus vite pour rechercher une situation. Et bien sûr, vous avez un bouton pour mettre en plein écran la relecture. Ça, jusqu'à là, c'est un peu ce qu'on a un peu partout. Après, vous pouvez faire des recherches intelligentes. Voilà, vous avez une fonction de stratégie de lecture. Vous pouvez peut-être rechercher un être humain. Vous pouvez rechercher aussi des voitures. Mais je pense que pour que tout ça fonctionne, il faudrait que la caméra ait ses fonctions. Et ce n'est pas du tout le cas. À moins que je me trompe, hein. Peut-être que le NVR le fait, mais pour moi, je ne pense pas que j'ai les éléments pour pouvoir aller jusqu'à ce niveau d'aboutissement de recherche. Ensuite, on peut faire de la recherche personnalisée. Bon, en tout cas, au niveau des recherches, on en a fait le tour, ou en tout cas, les fonctions qu'on utilisera le plus souvent, on a fait le tour. Vous pouvez bien sûr choisir la date à gauche et la caméra là. Ensuite, il y a la gestion de fichiers. Donc, vous pouvez voir les vidéos sur une plage d'adresse et vous avez les fichiers qui sont sur le disque dur qui sont là. Vous pouvez cliquer là pour les voir en aperçu, bien sûr. Et puis, vous pouvez bien sûr faire un export. Et puis, rebolote. Vous choisissez vidéo et journal ou le lecteur. Bah, si vous faites vidéo et journal, vous allez avoir la vidéo et un petit fichier avec. Et si vous faites lecteur, vous allez avoir juste le lecteur pour pouvoir lire les vidéos et les exports qu'on a eu juste avant. Bah là, vous resélectionnez votre clé USB, puis vous choisissez le format. Vous pouvez formater ici, bah, comme on a vu tout à l'heure, c'est la même chose. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec des images. Donc je suppose qu'un peu plus tard, on va pouvoir choisir des événements et capturer des vidéos ou des images si on le souhaite. On peut faire de la recherche intelligente. Attention, il faut que les caméras en soient compatibles, mais on peut faire de la recherche de visage, d'humain, de véhicules pour l'instant, mais il y a d'autres NVR, ils font d'autres types de recherche. En tout cas, ça peut être spécifique, il y a plein d'options possibles. Là, je vous montre par rapport à cet équipement que j'ai en main, mais elle est prête à le faire, mais la caméra ne le fait pas. Donc on peut faire des recherches sur une caméra qui ne le fait pas, donc conclusion, je n'ai pas de résultat. Ça, c'est un peu embêtant. Et ensuite, ici, on peut bien sûr faire des tris. Donc, si la caméra encore le faisait, on peut faire une recherche par numéro de plaque, on peut faire une recherche par couleur de plaque, par marque de véhicule. Bon, ça marche moyen avec les véhicules européens, mais bon, peut-être que je suis surpris, peut-être qu'en 2025, ils font des caméras qui fonctionnent super bien avec les marques et modèles et tout, mais moi, d'expérience aujourd'hui, la couleur, ça marche. Marque et modèle, ça fonctionne pas si bien avec les véhicules européens quand même. Ensuite, le visage, bah, vous voyez que vous pouvez aussi faire d'autres choix comme le sexe, est-ce qu'il avait des lunettes, un vélo, un sac à dos. Donc on voit un peu les fonctions qu'on peut faire avec les visages et les êtres humains. Et là, je vais faire aussi pour les visages, pardon, quel sexe il a, quel âge il a, quelles lunettes il a, l'expression faciale, etc. Donc tout ça, ça peut être enregistré, il peut même y avoir une vérification de température corporelle, tout ça. Encore une fois, ça c'est très réglementé en France. Je pense pas qu'on peut installer ça facilement. Par contre, dans certains pays, on peut bien sûr mesurer la température d'une personne qui rentre dans une pièce comme ça, même si elle ne s'en est pas rendue compte en tout cas. On peut le faire. Ensuite, on a les recherches intelligentes. Donc, ça c'est les recherches avec reconnaissance faciale, les protections de périmètre. Donc là, on peut sélectionner une zone, l'armement de cette zone qui a été choisie et quelle action on fait derrière. Est-ce qu'on fait un avertissement? Est-ce que ça remonte sur l'application? Est-ce que ça envoie un mail? Est-ce que ça envoie une alerte audio? Est-ce que ça va faire un déclenchement peut-être sur... je sais qu'on a parfois un contact sec qui peut être activé, des choses comme ça, donc ça peut aller très loin. Donc là, on est sur de la détection de franchissement de zone ou... Oui, on dessine une zone, hein, c'est bien ça. Parce que parfois, c'est une zone, parfois, c'est un franchissement de ligne. C'est ça, là. Ça, c'est un franchissement de ligne actuellement. Donc bien sûr, il faut cocher pour l'activer. On choisit si c'est une personne qui va de A vers B ou dans les deux sens. Donc par exemple, vous pouvez avoir un signalement que quand il y a quelqu'un
qui rentre depuis une porte qui ne doit pas rentrer, comme une sortie de secours, un truc comme ça, ça va le signaler ici. Ou le contraire, on peut aussi faire en sorte que si quelqu'un essaye de partir sur une porte de secours, et ben ça le signale et que vous puissiez voir s'il y a bien eu une alerte ou s'il y a quelqu'un qui essaye de s'enfuir suite à un vol ou autre. Donc là, on peut avoir ce genre de détection. Elle peut être faite pour les humains ou pour les véhicules. Donc ça, c'est une recherche qui est faite depuis le NVR. Je ne pense pas que la caméra a besoin de le faire, ou en tout cas la caméra en est capable. Là, actuellement, je vois que l'option est bien proposée. Ensuite, il y a la détection de véhicules. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que la page va rester blanche parce que, encore une fois, la caméra ne le fait pas. C'est ça qui est un peu dur avec tout ce qui est VCA et tout ce qui est IA, intelligence autonome et tout. Ben, c'est qu'il faut avoir le NVR qui en soit compatible, les caméras qui soient compatibles. Donc si vous avez un fournisseur ou autre, il faut vraiment se renseigner, ou même auprès du constructeur en disant voilà mon souhait, je souhaite faire la détection de plaque par exemple. Est-ce que le véhicule le fait? Est-ce que la caméra le fait? Voilà, il faut effectivement que la caméra, faut effectivement que la voiture ait la plaque, hein, sinon ça marche pas. Mais bon, blague à part, si on a la caméra qui le fait et le NVR qui le fait, c'est pas mal. Mais encore, c'est pas facile pour avoir toutes ces fonctions-là. Ensuite, eh bien, il y a la structuration de la vidéo. Pareil, je pense que ça dépend vraiment de la caméra. On a aussi la gestion des autres événements. Après, on peut faire des rapports intelligents suite à ces informations-là. On peut collecter un comptage de personnes, des cartes et tout ça. Donc, on peut avoir un endroit où c'est un peu plus foncé quand c'est dense, quand il y a eu beaucoup de mouvements à cet endroit-là. Donc voilà. Sur cette partie intelligente, je le passe rapidement parce qu'il faut plus de matériel pour pouvoir aller plus loin là-dessus, mais généralement c'est assez intuitif, c'est bien fait sur ce point-là. Ensuite, au niveau des caméras, c'est ce qu'on a été faire en premier lorsque on a installé notre NVR. Donc encore une fois, là où les gens ont un peu de difficulté, c'est ici. Plug and play, c'est que à l'arrière de votre NVR, vous avez des emplacements généralement PoE pour brancher directement votre caméra. C'est bon et ça a des inconvénients. J'expliquerai tout ça dans une vidéo, bien sûr, à part, parce que c'est valable pour à peu près tous les constructeurs. Personnellement, moi, je préfère faire tout à part. Je préfère avoir un NVR qui est généralement moins cher, un switch PoE, même si un deuxième équipement, c'est risque de panne, et mes caméras directement branchées à ce même switch. Comme ça, avec les applications à distance ou autre, parfois, je peux me connecter au NVR, mais je peux aussi me connecter aux caméras. C'est un premier exemple de pourquoi je fais ça comme ça. Mais si je veux aussi installer 300 caméras, évidemment, derrière le NVR, je ne vais pas avoir 300 emplacements pour brancher mes câbles réseau. Donc je pense que c'est une pratique aussi par expérience et privilégier le manuellement. Maintenant, le plug and play, ça a quand même des avantages. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et que c'est compliqué pour vous tout ça, vous branchez la caméra au bon endroit et normalement ça s'affiche à l'écran. Ensuite, vous pouvez bien sûr personnaliser, hein, donc si vous voulez changer le protocole pour certains équipements, c'est ici. Ensuite, ici vous avez la fonction PoE, mais encore une fois, c'est quand la caméra est branchée directement sur le NVR, c'est pas notre cas. Et vous pouvez configurer la liaison, vous pouvez aussi peut-être désactiver le PoE et le réactiver quand la caméra ne répond plus, ça vous évite de vous déplacer. Vous pouvez bien sûr afficher la caméra, mettre le nom, c'est important de mettre un nom correct parce que pareil, s'il y a une audit qui est faite, si les enregistrements partent en justice ou autre, et plus les informations sont justes, plus les éléments ont l'air cohérents et de bonne foi. Si votre caméra s'appelle Toto et que ça ne veut rien dire avec une date qui a 10 ans, pour justifier que la vidéo qui se passe, si c'est à la bonne date, à la bonne heure, mais c'est une erreur sur la vidéo et que la caméra s'appelle Toto parce qu'on savait pas quoi mettre à ce moment-là et que ça ne correspond pas au nom garage qui aurait été attendu, ça peut être des éléments qui créent une brèche hein, au niveau justice. Donc il faut surtout que les choses soient très claires, très nettes, très sérieux, une date, une heure correcte, juste, et un nom cohérent, c'est important. L'OSD, est-ce que vous voulez afficher en
en surplus de la vidéo. Sur la vidéo, vous voulez afficher son nom, sa date, je vous le conseille. Même si vous faites un export de la vidéo, vous allez pouvoir savoir de quelle caméra il s'agit, de quelle heure il s'agissait. Donc ça, c'est important. En France, on est en jour, mois, année. Bon, si vous vous trompez, ça, c'est pas encore trop grave, mais gardez quand même à l'idée qu'en France, c'est jour, mois, année et que c'est sur 24 heures. Est-ce que c'est opaque, fixe? Est-ce que c'est transparent et clignotant? Ça, vous choisissez comment vous voulez que le texte s'affiche. Bon, vous pouvez mettre opaque et fixe. Hein. Moi, je sais que transparent et clignotant, ça a souvent été mis en place, ce genre de choses. Je pense que vous voyez, comme on est sur un fond noir, le texte, et ça c'est plutôt bien fait. Oui, alors ça c'est peut-être un peu embêtant, je vais laisser opaque et fixe, pardon. Ce qui est bien, c'est que quand on a un texte comme on voit là en bas ici, là, désolé. Alors attendez, j'essaye de suivre mon doigt, voilà. Ici, vous voyez que c'est blanc parce que le fond est noir. Par contre, là-bas... Oh, c'est pas facile. Vous voyez qu'ici, le texte est noir et que si je mets du noir en dessous du texte, il va lui-même écrire en blanc pour qu'on puisse toujours pouvoir lire la date. Ça, c'est vraiment bien foutu chez Ashika. Donc, il y a cette fonction-là. On a bien sûr la possibilité de gérer la luminosité, tout ça. J'ai déjà fait plein de vidéos sur la caméra. Donc là, on est plutôt orienté sur le NVR. Donc, je vais passer vraiment cette partie-là hein, parce que je vous invite à voir une vidéo qui s'appelle Configuration Ashika, une caméra Ashika, pardon. Là, je vais vraiment en détail sur ces points-là. Là, pour notre exemple, je passe vraiment les choses rapidement, mais sachez que tout ça est modifiable ici. Et généralement, il y a plus de fonctions encore si on se connecte sur la caméra même. Donc, bien sûr, je vous conseille de le faire directement sur la caméra que sur le NVR. Bon, si c'est juste une configuration comme ça, vite fait, vous le faites, mais si c'est pointu, connectez-vous à votre cam. Comme ça, vous aurez toutes les fonctions possibles. Ensuite, là, vous avez 4 zones. Vous pouvez parfois superposer les zones de la caméra et les zones du NVR pour que vous ayez un enregistrement final peut-être avec 4 masques possibles en plus, hein, donc ça fait 8 en tout. Donc généralement c'est 4 masques hein, et sur certains modèles modernes, ça fait une jolie rime, vous avez la possibilité de pouvoir dessiner une zone. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre si vous avez l'obligation de faire des carrés, ça c'est quand même moins sympa et vous allez être obligé de superposer les carrés pour pouvoir créer une zone. Et si c'est par exemple une arche que vous devez occulter, avec 4 carrés ça fait vraiment très court hein. Je vous assure, vous avez très vite carré disponible. Alors pourquoi on mettrait un masquage? C'est parce que si votre caméra elle filme par exemple la rue ou chez un voisin, c'est totalement illégal en France, donc vous êtes tenu de faire un masquage et de le faire avant l'enregistrement de la vidéo. Ça veut dire que toute la lecture qui va être faite, la relecture qui va être faite sur le NVR ou autre, il y aura toujours cet encarré noir, vous ne pouvez pas le retirer. Ça n'a pas été enregistré à cet endroit-là. Je sais que les caméras modernes, Ashika Vision, c'est cool, ils font du flou parfois. Donc vous avez pas de problème du fait que vous pouvez pas filmer chez le voisin. Par contre, s'il y a quand même quelqu'un qui est venu de chez le voisin, qui a embriolé chez vous, vous voyez quand même une silhouette de quelqu'un qui a passé la barrière. Donc c'est très très flou, hein, donc vous pouvez pas savoir qui c'est, mais avec un peu de chance, si la personne elle passe dans le rayon qui est dans votre jardin, si vous a cambriolé, ça vous permet de pouvoir identifier d'où il est passé cette personne. Bien sûr, n'oubliez pas de cocher la case activée, puisque ça, j'ai déjà eu des appels là-dessus, des gens qui paramétraient les cases et puis ils comprenaient pas que ça s'affichait pas, mais il faut faire attention à ce bouton activé. On se fait souvent avoir. Bien sûr, ici, vous pouvez choisir votre caméra et le nom, et ensuite ici, vous avez les paramètres réseau. Pareil, il faut que je fasse une vidéo à part là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de types d'encodage différents, pourquoi la taille des trames doivent être renseignées de cette manière-là. Donc tout ça, ça fera une vidéo à part. En tout cas, les informations par défaut sont souvent mal optimisées. C'est souvent fait de manière que ça soit compatible avec toutes les caméras ou tous les serveurs d'enregistrement. Et vous pouvez gagner vraiment beaucoup de place sur les disques durs, presque plus de la moitié d'espace. Donc c'est important d'optimiser, puisque, je sais pas, un disque dur haut de gamme qui demande beaucoup de capacité, ça peut aller jusqu'à les 200 €. Donc si vous avez 2 disques durs, ça fait 400 €. Si vous avez besoin que d'un seul disque dur en espace, ça fait pas la même chose, quoi. Donc faites bien attention à ça, faut bien renseigner les éléments. Il faut pas être trop exigeant dans la compression, sinon vous allez avoir des ralentissements ou votre NVR va pas bien fonctionner.
fonctionner. Et si vous mettez un peu trop par défaut et puis vous mettez en H264 ou ce genre de choses, et ben ça va prendre énormément de place sur le disque dur. Quand vous allez faire des exports, ça va prendre un temps monstre. Voilà, c'est les anciens encodages. Ça marche bien, c'est fonctionnel partout, mais alors c'est très lent quoi. Et le sous-flux qui est renseigné ici, donc on avait le flux principal et le sous-flux qui est à part. Donc bon, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à renseigner. Ce que je vois qui est très sympa, c'est que pour certains modèles, je pense qu'on peut changer de qualité vidéo quand il y a un événement. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que quand vous avez un enregistrement, bah, la qualité, elle est médiocre. Et puis dès qu'il se passe un événement, un truc intéressant, tout de suite, on est en bonne qualité. Et pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, si vous filmez un jardin où il n'y a personne, où il se passe rien, bah, c'est mieux d'avoir une vidéo de mauvaise qualité, mais au moins, vous avez la confirmation à l'écran qu'il n'y a rien. C'est mieux que de ne pas avoir d'enregistrement du tout. Et vous vous dites, bah, je fais confiance à ce que la caméra a dit, donc ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, mais j'ai rien pour le prouver. Et ça, quand même, c'est une grosse différence. Donc ça, à Chica, là, je découvre un truc bien sympa. Et puis ici, bah, c'est le sous-flux, c'est celui qui est utilisé pour la mosaïque ou pour le téléphone. Bon, généralement, vous le descendez bien, parce que si vous le mettez un peu trop haut, tout de suite, la qualité, ça va prendre beaucoup de place pour rien, quoi. Ici, vous avez la possibilité de gérer les planifications, à quel moment vous voulez que ça enregistre en continu, aux événements, mouvements, alarmes, etc. Et toutes les fonctions possibles. Donc ici, vous pouvez le renseigner. Il y a le mode avancé. Si vous voulez renseigner qu'on enregistre combien de secondes avant, combien de secondes après, est-ce qu'on enregistre bien le flux secondaire, etc. Et le temps d'expiration. Donc là, vous pouvez tout renseigner. C'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez les appareils de stockage. Donc bien sûr, vous pouvez mettre un disque dur dans votre NVR, mais vous pouvez aussi mettre des disques durs en dehors. Et vous pouvez doubler aussi, comme ça, votre NVR enregistre en local. Et puis, s'il y a besoin d'avoir un deuxième enregistrement ailleurs, vous pouvez le faire. Ben, c'est ici que ça se passe. Vous choisissez le disque réseau. Vous essayez de choisir le type de connectivité qui vous convient. Ici, vous mettez bien sûr l'adresse IP, le répertoire, vous faites une petite recherche pour être sûr que ça fonctionne, et vous rattachez votre disque dur distant ici. Donc il faut le comprendre comme un NAS, hein, comme un stockage de disque. Là, on voit qu'on a un disque avec de l'espace libre. Alors, il peut aussi avoir de la gestion de groupes de disques, parce que quand vous avez des NVR qui peut accueillir, par exemple, 8 disques durs, vous pouvez faire 2 groupes de 4. Si le premier groupe tombe, eh bien le deuxième groupe prend le relais, ou vous pouvez faire des enregistrements différents sur la première, sur le deuxième, enfin il y a plein de choses possibles. Ça peut être paramétré au souhait. Vous pouvez faire aussi de la réparation de la base de données, donc ça veut dire que quand les disques durs ont des enregistrements mais que le NVR ne les connaît pas, parce qu'il y a une corruption de base, parce que vous avez mis un disque dur d'un NVR qui était qui comportait déjà des enregistrements, mais c'était pas sur ce NVR là. Vous pouvez utiliser généralement la réparation de base de données. Il va lire tout le contenu et puis il va le remettre dans la relecture. Vous allez avoir de nouveau les dates de disponibles. Ça, c'est super pour dépanner. Ici, vous avez le mode de stockage, comme on a vu tout à l'heure. Donc, la capacité d'enregistrement, sur quel disque dur ou autre. Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce qu'on enregistre tous les groupes, toutes les caméras sur un seul disque? Donc c'est à cet endroit-là que ça se passe. Est-ce que vous voulez que les enregistrements se fassent par écrasement? C'est-à-dire quand le disque dur est arrivé à saturation, qu'est-ce qui se passe? Il va écraser généralement les enregistrements les plus anciens. Donc c'est là où ça se passe. Est-ce que vous voulez activer la mise en sommeil du disque dur? Ça veut dire que quand il y a une activité, il faut quelques secondes pour que le disque dur se réactive et enregistre. Alors c'est bien parce que ça consomme moins d'énergie, ça use moins le disque dur, mais bon, c'est quand même moyen parce que le fait de faire ça, vous allez vous retrouver avec un disque dur qui va peut-être être moins réactif au démarrage, ou en tout cas personnellement je dirais à tester, mais si ça manque de réactivité après une longue période de veille, vous le décochez, comme ça il reste toujours actif et ça tourne. Est-ce que vous voulez enregistrer les VCA? Vous savez, c'est les petits cadres rouges. Est-ce que vous voulez enregistrer les données? Est-ce qu'il détecte qu'un humain passe? Est-ce qu'il doit enregistrer ça ou pas? Les ajustements dynamiques, donc sur les tampons d'écriture, ça vous le laissez par défaut tout simplement. Et le mode de stockage du journal, vous pouvez le mettre par défaut, sinon vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire que vous voulez que ça s'arrête à partir d'une certaine limite. On laisser par défaut, c'est très bien. Ensuite, vous avez un autre menu qui s'appelle paramétrage. Donc ici, vous le mettez en français. C'est un peu tout le menu qu'on a eu au démarrage avec ce qui s'appelle le wizard, hein, c'est le questionnaire au démarrage. Donc est-ce que c'est en français, le fuseau horaire, date, heure, le nom de l'équipement? C'est important
important de mettre un nom quand même cohérent. Encore une fois, s'il y a une audite, s'il y a un problème, c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Après, pour le reste, vous pouvez le laisser par défaut. Hein. La déconnexion automatique, c'est quand... ça, c'est un point quand même intéressant, je précise. C'est quand vous mettez, par exemple, un compte spécifique pour pouvoir effectuer les relectures ou pour voir une caméra spéciale, par exemple. Bah là, si vous ne touchez à rien et que vous repartez, au bout de 5 minutes, et bah, il désactive le compte, il stoppe le compte. Il faudra de nouveau ressaisir le mot de passe pour pouvoir voir cette caméra ou faire une relecture ou peut-être utiliser le PTZ. C'est vous qui choisissez quel utilisateur a le droit à quoi. Mais par défaut, au bout de 5 minutes d'inactivité, et bah, il déconnecte les droits. Ensuite, le menu sortie, vous le laissez en automatique. Activer l'assistant, vous pouvez. Activer le mot de passe, c'est très bien. Résolution VGA, c'est le port VGA qui sort du NVR. Quelle résolution ça doit être? Bah, ça, vous le mettez le maximum, mais ça dépend en fait de la qualité de votre écran. Et pareil pour l'HDMI, si moi mon écran n'accepte que le Full HD, donc j'ai mis 1080p. Mais si votre écran gère le 4K, et go 4K, hein, vous mettez à fond et puis vous allez avoir de belles images à l'écran. Donc ça à vérifier. Et puis ça m'arrive, hein. Ça, j'ai souvent des gens qui mettent en 4K avec des écrans qui font que Full HD. Si vous voulez revenir en arrière, il faudra vous connecter à la page web pour redescendre la qualité de résolution de l'écran. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pointeur souris, si c'est lent, plus lent, ça vous pouvez le laisser comme ça. Activer le DST, bien sûr, en France, il faut l'activer, sinon vous allez vous retrouver avec des problèmes lorsqu'il y aura un changement d'heure hiver-été. Donc c'est ici, mars-octobre dernier, dimanche, le 2 et le 3, c'est déjà bien renseigné. Merci à Chica, parce que partout je dois le renseigner, parfois sur les caméras et tout, et c'est pas facile de toujours s'en rappeler. Donc ça c'est bien, ils ont mis par défaut ce qu'il faut. Et là on est sur 60 minutes. Bah, que dire, vraiment, tout est bien renseigné, il y a juste à cocher la case, et c'est bon. Ensuite au niveau des utilisateurs, bah, il y a un utilisateur par défaut, c'est l'admin. Après si vous voulez créer un autre utilisateur, bah, il faut déjà les droits pour le faire, mais c'est ce que je vous conseille de faire. Moi par défaut, le compte admin, je le mets dans un document, quelque chose de précis. Après je crée un compte pour le client et un compte pour la société professionnelle, peut-être un troisième compte pour un prestataire, peut-être un quatrième compte s'il y a un service externe. Pourquoi faire ça? Parce que s'il y a un incident, eh ben on sait quel compte a été utilisé pour telle action. Si par exemple il y a des caméras qui ont été supprimées, des enregistrements qui ont été supprimés, bah, si c'est fait avec le compte du client, eh bien il est facile de dire, bah regardez, après l'audit, on voit bien que le compte qui a été utilisé pour effacer les vidéos, c'est un compte qui a utilisé votre login, votre mot de passe. Il faut peut-être voir au niveau de votre entourage. Par contre, si ça a été utilisé par la maintenance ou une société prestataire ou autre et qu'on voit qu'il y a eu des vidéos supprimées ou autre, bah là on peut dire, regardez, vous l'avez bien supprimé. Donc quand il y a un litige, ça permet de mettre tout de suite à plat les responsabilités de chacun. Et puis généralement quand les choses sont claires, bah, on trouve toujours un arrangement. Mais quand il n'y a pas de choses claires et qu'on ne sait pas qui est responsable de quoi, bah, tout le monde campe un peu sur sa position et donc bah, ça crée des litiges complexes. Et donc je vous conseille très très fortement de créer des comptes pour tout le monde. Comme ça vraiment ça évite des problèmes, quoi. Ensuite, bah, vous avez le réseau. Encore une fois, on l'a renseigné dans le questionnaire au tout début. Moi, je vous conseille de laisser bien en auto-adaptatif. Normalement, votre enregistreur va faire au mieux. Ici, vous allez pouvoir renseigner votre adresse IP. Bon, je ferai une autre vidéo expliquant comment on peut faire pour choisir une bonne adresse IP et quoi faire dessus. Vous le laissez par défaut ou vous mettez ce que j'ai renseigné là, ça va fonctionner. Attention, la passerelle en IPv4, il faudra bien renseigner l'adresse IP de votre box. Et au niveau de l'adresse IPv4 qui se situe ici, il faut renseigner une adresse qui n'a pas été utilisée déjà sur votre réseau, ni sur vos caméras. Chaque équipement doit avoir une adresse IP unique, sinon ça ne marche pas. L'IPv6, si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, laissez de côté en local. Pour l'instant, vous n'allez pas en avoir besoin, vous allez avoir suffisamment d'espace pour pouvoir renseigner ça comme ça. Ensuite, vous avez le Dynamic DNS. Alors, le Dynamic DNS, ça sert quand vous avez une adresse IP publique qui change, par exemple, à chaque redémarrage de votre routeur. Eh bien, vous pouvez demander à votre NVR, à votre serveur, d'envoyer une notification de cette adresse IP
en disant voilà, j'ai changé d'adresse IP, maintenant je suis plus 1234 mais je suis 1235, et vous allez avoir une adresse comme un peu une adresse URL qui va s'appeler je sais pas, monsieurtoto.hk.com, un truc comme ça, et à chaque fois que vous saisissez monsieurtoto.hk, vous tombez sur votre NVR, vous tombez sur votre adresse IP publique à vous. Après, il faut faire du routage de port, tout ça. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais si vous en avez besoin, parce que normalement, aujourd'hui, il y a l'application sur le téléphone, et c'est rare qu'on a besoin de ça à échelle d'un particulier ou d'une toute petite entreprise. Mais si vous en avez besoin, en tout cas, c'est possible, ça existe, et vous pouvez me contacter, et on voit ensemble comment collaborer, comment faire le point par rapport à votre besoin, et on voit tout ça ensemble sans souci, vous inquiétez pas. Donc en tout cas, appelez-moi si sur cette étape-là, c'est compliqué pour vous. Ensuite, il y a le PPPoE, ça c'est pour s'authentifier. Si vous voyez pas de quoi on parle, laissez tomber, généralement c'est les routeurs qui s'occupent de cette partie-là. Ensuite, il y a le NTP, alors ça c'est le serveur de temps. Alors on l'a renseigné déjà tout à l'heure, vous pouvez l'activer. En fait, vous pouvez choisir un serveur qui est sur Internet, qui est libre, c'est totalement quelque chose de disponible, et il va interroger à chaque fois quelle heure il est. Il va juste dire ça, et comme ça, le serveur, il va pouvoir être à la bonne heure. Vous lui dites de faire ça, par exemple, toutes les heures, et toutes les heures, il va juste envoyer une information en disant au fait quelle heure il est, et il va le recevoir. C'est important d'avoir vraiment un serveur à l'heure, donc je trouve ça très bien que ça soit ça. Alors ensuite, on peut faire de la routage d'adresse IP entre ce qui se passe côté réseau local et ce qui se passe sur les emplacements réseau où on branche directement les caméras dessus. Donc il peut faire une fonction de routage et de routeur en fait. Donc c'est à cet endroit-là qu'on renseigne les éléments. Personnellement, je vous dis encore une fois, si vous avez branché votre serveur et vos caméras sur un même switch, vous n'avez pas besoin de ça puisque vous avez un autre routeur qui fait cette fonction-là. Donc ça, c'est vraiment pour des cas spécifiques. Encore une fois, si vous ne voyez pas de quoi on parle, laissez tomber. Il y a très peu de chances que vous en ayez besoin. Ensuite, il y a la recherche avancée. Donc là, ça, c'est super important. Vous pouvez renseigner votre adresse mail. Je vais essayer de faire un encart avec un exemple, par exemple, pour Gmail. Quelque chose de très basique. Donc plus tard, quand vous allez renseigner que s'il y a un événement, vous voulez être notifié, c'est là où vous allez pouvoir avoir les informations. Ici, vous allez avoir la possibilité de vous connecter depuis l'application HK Connect. Vous faites ajouter un appareil, choisir un QR code, et si vous avez bien renseigné la gateway, tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle la passerelle, pardon, et votre adresse IP, que vous avez bien Internet, vous devez voir l'état d'inscription en ligne. Ça veut dire qu'il est prêt à être associé à votre compte. Donc mettez votre compte, n'oubliez pas, il va sûrement vous demander un code de vérification que vous avez saisi tout à l'heure, donc il faudra bien le renseigner, et puis si vous ne le demande pas, c'est bon, vous pouvez partir comme ça va marcher sur l'application. Ensuite, vous pouvez faire d'autres paramétrages, comme changer les ports, tout ça, laissez tomber, c'est très bien comme c'est par défaut. Et le réglage du journal, bien sûr, c'est pour envoyer les journaux sur un serveur distant. Encore une fois, laissez ça tomber, c'est vraiment pour des très grosses structures qui ont besoin de tout centraliser, surtout les tentatives de piratage, tout ça, c'est très bien fait. Mais je ferai une vidéo à part, et laissez-moi un petit message sur les commentaires si vous voulez que je développe ce point-là, parce que c'est des points très très spécifiques, mais en fait c'est hyper passionnant ce point-là. Donc à vous de voir, faites-moi signe si vous voulez que je mette dans ma to-do list ce point-là. Ensuite, les événements, comme on a paramétré tout à l'heure la boîte mail, c'est là où on va pouvoir indiquer une zone à dessiner. Est-ce que ça va être la détection d'humains, de véhicules? Quand est-ce que cette détection doit être armée? Et qu'est-ce qu'il doit faire lorsque la zone et l'heure et la date match? Et voilà, donc il est bien rentré dans la zone et c'était bien à l'heure indiquée qu'il fallait qu'il le signale. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où vous allez pouvoir cliquer sur envoyer un mail, vous notifier sur un centre, avoir un avertisseur ou une surveillance, ou en local peut-être déclencher un contact sec. Donc ça, c'est des options qui peuvent être faites. Donc sur le contact sec, vous pouvez mettre une sirène. Vous voyez, tout ça, ça peut aller de plus en plus loin, on peut aller très loin. Ça, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a l'anti-sabotage. C'est pour éviter que quelqu'un mette un objet devant la caméra. Pareil, vous pouvez l'activer avec le niveau de sensibilité. Ensuite, la perte vidéo, ça c'est super, surtout dans les
les parkings où personne regarde pendant des mois, et là vous avez besoin d'être signalé lorsqu'une caméra se déconnecte et savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut que ça sonne, est-ce qu'il faut que ça vous remonte. Vous allez avoir les informations ici. Ensuite, les entrées et les sorties d'alarme. Donc sur le NVR, vous avez des contacts qui sont présents. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui doit se passer? Donc là, c'est en normalement ouvert. Donc voilà, si c'est normalement ouvert, vous pouvez créer des scénarios et des alarmes pour plus tard les raccrocher à un événement. Voilà. Vous pouvez fermer un contact quand il y a quelqu'un qui passe ou un truc comme ça. Je sais pas, pour faire un signal ou pour ouvrir une porte ou un truc comme ça. Ou alors vous attendez que le véhicule soit bien détecté pour ouvrir une porte, mais au moins vous êtes sûr que le véhicule a été détecté et ça n'ouvrira une barrière que s'il y a un véhicule qui passe. S'il y a un piéton qui passe, la barrière ne s'ouvre pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui peut être faites. Bon, après les sorties d'alarme, c'est ceux qu'on vient de créer 2 onglets précédents, hein, ça c'est pareil. Et puis la gestion d'anomalies, ça c'est à renseigner, c'est très important. Quand le disque dur est plein, quand il y a un disque dur en erreur, généralement c'est pas renseigné. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des anomalies qui se passent pendant des mois, personne regarde. Et quand il y a besoin d'une relecture, quand il y a besoin d'une audit, d'une expertise, d'un export de vidéo ou autre, eh bien les réponses qui tombent, c'est le disque dur est HS, la caméra n'était pas branchée depuis des semaines, et etc. et personne n'était informé. Donc c'est important d'avoir la remontée, c'est sérieux de faire ça. Il faut le faire. Et après, vous faites un mail, vous derrière, vous pouvez partir sur un devis en disant voilà, il y a une caméra déconnectée, faut agir ou autre. Voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place derrière. Ensuite, vous avez les généralités. Donc là, vous pouvez choisir quel type de sortie vous voulez que la vidéo s'affiche. Est-ce que ça soit sur l'HDMI ou le VGA? Donc là, vous pouvez le forcer. Ensuite, l'affichage en direct. Donc vous pouvez le faire de cet écran-là. J'espère qu'on pourra le faire aussi de la page web. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les sorties d'événements, vous voulez que ça soit fait aussi sur l'HDMI ou le VGA, vous pouvez choisir là. L'intervalle d'affichage, c'est pour basculer d'une mosaïque à l'autre. Bon, ça, généralement, les gens, ils en veulent pas. Et l'intervalle d'affichage de surveillance en plein écran, bon, ça veut dire quand vous le mettez en plein écran, quand vous voulez que ça passe d'une caméra à l'autre. Encore une fois, généralement, ça, c'est pas sélectionné. Activer la sortie audio, ça peut être sympa quand vous avez des caméras qui ont un micro. Attention, les caméras autorisées dans le milieu professionnel, c'est très très réglementé en France. Vous avez peut-être la salle d'interception dans un magasin, voilà, ça c'est possible, mais il y a très peu d'endroits où on peut filmer et en même temps enregistrer l'audio, hein. C'est quand même très réglementé en France. Bon, en tout cas, l'option est là et on n'installe pas ça que en France, donc en tout cas, vous pouvez l'activer si besoin. Ensuite, vous avez l'affichage, sur quel écran vous voulez, quelle caméra, donc c'est ici que ça se passe, hein. Vous pouvez gérer votre mosaïque, vous pouvez le faire aussi directement de l'écran mosaïque. Donc on a aussi la fonction canal 0, alors c'est un peu plus complexe, j'ai rarement vu ça chez les autres constructeurs. En fait, au lieu d'avoir le flux de chaque caméra, que ça fait une grosse mosaïque et tout, il me semble que ça permet de faire un seul canal en fait, avec toutes les mosaïques en même temps. Si je me trompe pas, hein, je veux pas dire de bêtises, je connais pas bien cette fonction là, mais il me semble que ça sert à ça. Et donc ça permet d'optimiser le flux et de pouvoir avoir une belle mosaïque sans avoir obligatoirement toutes les caméras qui consomment parallèlement chacune beaucoup de ressources, quoi. Ça permet de simplifier. Je pense que derrière, il faut encore un autre équipement pour récupérer ce canal. Mais c'est plutôt bien pensé et je pense que ça permet de faire des grappes en cascade de plusieurs équipements et avoir un écran avec 500 caméras. C'est avec ce genre de choses qu'on peut faire ça, je pense. Ensuite, on a les congés. Donc ça peut être paramétré, par exemple le 1er janvier, le 1er mai, et puis on dit que dans cette période-là, il y a un comportement différent, et c'est là où on le renseigne. Par exemple, vous voulez que la barrière ne s'ouvre pas pendant les congés, c'est ici qu'on met. Ensuite, dans POS, ça c'est sympa, ça va vous permettre de pouvoir afficher les articles en surplus au niveau de l'écran. Donc quand quelqu'un passe un article, ça s'affiche ici. Et c'est là où vous allez pouvoir sélectionner que telle caméra
va afficher à tel endroit la réception. Donc là, vous choisissez quel type de réception vous voulez. Vous voulez le paramétrer de quelle caméra et de quel port ça vient. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir à l'écran tout simplement les articles. Quand une caissière passe, alors c'est peut-être pas très clair, mais quand une caissière passe un article, vous pouvez l'afficher en surplus sur l'écran. Et donc après, il y a peut-être des fonctions de recherche. Si vous passez par exemple une carte fidélité, vous pouvez faire une recherche par carte fidélité. Comme ça, vous pouvez voir le passage de la carte fidélité au moment de l'écran, tout ça. Donc ça peut aller beaucoup plus loin, ce genre de fonction. C'est super bien et c'est rarement utilisé. Pourtant c'est quand même vraiment efficace, quoi. Mais c'est très compliqué à mettre en place, hein, parce qu'il faut que le logiciel d'encaissement soit compatible avec ce système-là, ou s'il ne l'est pas, il faut parfois faire un connecteur, un petit programme qui va gérer la conversion entre le texte envoyé par la caisse et le NVR, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, et je passerai du temps dessus, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une vidéo sur comment mettre en place le POS. Et puis si vous voulez mettre ça chez vous, ou si vous avez besoin de présenter ça chez un de vos clients, vous pouvez me contacter, et puis on verra comment on peut collaborer dessus pour mettre en place le système de POS et pouvoir ajouter les articles de caisse directement sur la caméra. Pas de souci là-dessus, contactez-moi et on fera le point ensemble là-dessus. Comme vous pouvez voir ici, on peut directement l'activer pour certaines imprimantes qui affichent directement les valeurs. Donc là, on peut le renseigner. Ça, c'est plutôt bien fait. Après, c'est toujours le même système, hein. Vous renseignez ici à quel moment vous voulez que ça s'affiche et qu'est-ce qui se passe quand la liaison s'affiche avec le POS. Bon, là, c'est toujours un peu les mêmes informations, les mêmes possibilités. Ensuite, ici, vous avez la gestion de l'audio. Bon, encore une fois, ça va vous pouvez importer des sons, et puis au niveau des alarmes, vous pouvez faire non, le magasin est fermé si quelqu'un tape 3 fois le mauvais code ou des trucs comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je dis ça totalement arbitraire en tête, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire sur ce NVR. Donc je vous donne un exemple comme ça parce que ça vous permet de un petit peu matérialiser ça, mais en tout cas c'est des options qui sont possibles. Ensuite ici je vais devoir bien flouter, mais on a le numéro de série et le matériel. Après là on va voir en précision les caméras. Là, les informations concernant les enregistrements, les informations concernant l'alarme, encore des infos. Le disque dur, la même chose. Information du journal, si vous voulez faire des recherches et même tout exporter sur une clé USB. Si vous voulez importer, exporter une conf. Si vous avez besoin d'un coup de main pour exporter ou importer, créer une conf, créer un NVR, comme vous voulez, on le fait ensemble. Et puis l'exporter sur une clé USB pour vos prochaines installations. Vous pouvez m'appeler, on fera ça ensemble. Pareil pour les mises à jour en local. Vous pouvez faire aussi mettre à jour à partir d'une adresse FTP. Mettre à jour en ligne, c'est généralement ce qu'on fait. Mettre à jour les caméras, bien sûr, les caméras de la même marque, ça ne va pas mettre à jour n'importe quelle caméra. Par défaut, là c'est pour réinitialiser tout. Ensuite, vous avez des informations sur le trafic. Bon, là vous voyez si le débit est bon ou pas. La détection réseau, et si vous pouvez faire un test un peu comme un ping, c'est ici que vous pouvez le faire. Ensuite, les statistiques réseau, ça c'est important, ça va vous permettre de savoir si votre NVR il est en saturation ou pas par rapport à la qualité de vos caméras. Si vous mettez des caméras de très haute résolution, il peut en accueillir peut-être 3-4, mais peut-être pas en accueillir une trentaine. J'ai eu des cas dans mon expérience professionnelle où il y avait des fisheyes, c'est des caméras avec un œil de poisson qui voient à 360 degrés, c'est top, mais elles étaient en 12 millions de pixels, c'est vraiment de la très haute qualité, et c'est normal parce que comme la vidéo elle est traitée pour pouvoir être vue comme un dôme à 360 degrés, ça demande une qualité de la vidéo très très forte. Et passer la troisième fisheye, les gens ne comprenaient pas que les deux premières elles passent, mais la troisième ça fonctionnait pas, ça mettait flux insuffisant, ressources insuffisantes. Et donc en fait c'est là où vous allez pouvoir comprendre que malheureusement il y a des caméras, elles demandent tellement de ressources que vous ne pouvez pas en mettre indéfiniment. Donc c'est là où vous allez comprendre, attention, la bande passante, combien il en reste, et combien votre système peut en accueillir. Attention à encore une chose, il faut bien regarder sur le manuel ou sur la fiche technique sa capacité.
combien de mégapixels les caméras maximum peuvent avoir et après faire le quota pour savoir combien on peut en installer avec le flux maximum. Tout ça, si c'est un peu compliqué, vous me faites un petit commentaire et je ferai une vidéo dessus. Si c'est urgent, si c'est pour un projet ou autre et que vous avez besoin d'un coup de main, bah, vous m'appelez encore une fois et on fait le point ensemble, ça, pas de souci. Ensuite, le fonctionnement des disques durs, bah là-dessus, vous pouvez faire un test des disques pour savoir s'ils fonctionnent bien. Moi, je vous conseille à chaque installation, vous lancez un test de disque de manière à pouvoir être sûr que ça n'a pas subi de problème pendant l'installation. C'est quand même quelque chose qui est quand même mieux et c'est quand même plus professionnel de faire ça. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un test directement des secteurs défectueux. Bon, à partir du moment qu'un disque dur a un secteur défectueux, prévoyez de le remplacer parce que ça va tomber en panne partout en fait. C'est pas parce qu'il y a un petit endroit qui marche pas du disque dur que dans une semaine c'est pas la moitié du disque dur quoi. Généralement, quand il y a un morceau qui tombe en panne, tout le reste va tomber dans peu de temps quoi. C'est quelque chose qu'il faut pas attendre. Donc gardez pas des disques durs qui sont défectueux. Au moindre souci, vous remplacez et puis c'est tout. Surtout regardez les garanties des disques durs. Généralement ça dure 5 ans et les gens ils pensent que ça dure que 2 ans et c'est vraiment intéressant de les faire passer en garantie. Ensuite on a la détection de santé. Bah là il détecte mon disque dur avec la marque de mon disque dur. Il dit qu'il est sain. Bon bah c'est parfait. C'est une petite information visuelle. Ensuite ici bah, on a différentes fonctionnalités. Est-ce qu'on veut activer le RTSP, tout ça. Si pour vous ça ne vous parle pas, laissez comme ça. Le OnVIF par défaut il n'est pas activé. Ça c'est vraiment embêtant parce que si vous avez derrière un logiciel type VMS ou autre et que vous devez le piloter par OnVIF, bah, il faut l'activer là. Et une fois activé, il faut créer un utilisateur. Je vous déconseille de créer un utilisateur qui a le même login et le même mot de passe que celui de l'interface parce que parfois ça ne marche pas. J'ai eu des cas où ça n'a pas marché chez HTK Vision ou même d'autres marques. Donc je vous conseille de prendre quelque chose de totalement à part et au moins vous êtes sûr que quand vous saisissez votre login, votre mot de passe, vous êtes bien connecté en vif. Ensuite vous avez le chiffrement des flux. Bon bah si vous en avez besoin vous pouvez l'activer. Ça va complexifier les pirates pour pouvoir capter le flux vidéo sur le trajet. Quand même c'est pas facile de faire ça quand même hein. Donc vous pouvez l'activer mais il faut en avoir besoin, sinon laissez comme ça. Filtrage d'adresse IP, bah ça c'est top hein. Vous choisissez les équipements qui doivent avoir accès à ce serveur et vous le mettez dans votre liste blanche. Pensez à votre PC quelque part pour pouvoir paramétrer tout ça et puis c'est tout. Sinon si vous avez un équipement qui se branche sur votre serveur et que vous voulez le jarter, bah, vous pouvez le mettre en liste donc ça s'appelle une liste noire, donc ça va supprimer l'adresse IP et qu'elle puisse plus se connecter dessus. Bon bah encore une fois c'est pas très efficace ça parce que si elle change d'adresse IP, bah, elle peut de nouveau se connecter. Par contre ce que vous pouvez c'est bloquer la MAC adresse. Ça c'est cool parce que par contre la personne est obligée de changer d'équipement. Bon ça va être quelque chose qui va être efficace. Ensuite bah, les entretiens automatiques, je pense que ça concerne le fait, je pense qu'elle va procéder à un système de vérification. Bon ça encore une fois pas la peine de le lancer si vous n'en avez pas besoin. La double vérification, c'est quand vous allez vous connecter, ça vous envoie un mail et autres. Bon, il faut qu'elle ait internet, il faut bien que tout soit renseigné, tout ça. Si vous n'en avez pas besoin, laissez tomber. Ça, c'est sympa, vous pouvez le laisser cocher. Par défaut, c'est coché, ça va vous signaler de manière sonore quand il y a un souci. Il y a une toute petite enceinte dedans et ça va faire bip quand ça va pas. Si vous ne le voulez plus du tout, bah, vous décochez puis vous ne serez pas embêté. Alors ça c'est une fonction, sur le papier c'est bien mais en vrai ça marche pas. En tout cas dans mon expérience ça marche pas. Si ça marche chez vous tant mieux. Mais en fait votre serveur va contacter le routeur et va lui dire j'ai besoin d'avoir des ouvertures de port pour que je puisse me connecter, pour que quelqu'un puisse se connecter à moi depuis l'extérieur. Donc il y a un protocole qui se met en place, qui s'appelle l'UPnP, mais généralement quand votre routeur est redémarré, il oublie tout et votre serveur, comme lui il a déjà fait la demande, et ben il va pas la refaire. C'est souvent le cas que j'ai. Donc vous êtes obligé de redémarrer à nouveau de votre côté pour que les deux fonctionnent ou autre. C'est pas une bonne pratique parce qu'en fait sur le papier ça va marcher le jour où vous le faites, puis vous allez partir et puis dans une semaine ça va plus marcher. Ce que je vous conseille de faire, c'est le plus contraignant, mais c'est de vous connecter à votre routeur, enfin, pas au serveur, hein, à votre routeur, votre box, tout ça, puis vous renseigner correctement les ports pour qu'ils tombent bien sur votre serveur. Et là, vous n'aurez pas de soucis, même après redémarrage ou autre, il n'y a rien qui bouge, et c'est ça qu'il faut faire. Mais bon,
tout cas, l'option est existante, vous pouvez essayer, mais encore une fois, moi je vous le déconseille. En plus, si vous avez plusieurs enregistreurs, ils vont tous appeler la même port, donc ça ne marchera pas. Ça sera le premier qui a fait la demande qui va pouvoir le faire. Bon, c'est pas une bonne idée, malheureusement, de vous dire ça, il faut pas l'activer. En tout cas, il existe. Si vous le faites et que ça marche, tant mieux pour vous. Moi, d'expérience, c'est pas quelque chose qui est stable à long terme. Et puis ensuite, vous avez une fonction configuration de l'heure. Vous activez dessus, ça envoie l'heure à toutes les caméras. Ou sinon, vous le désactivez tout simplement. Après, vous avez des fonctions supplémentaires qui sont disponibles sur le NVR. On va pas aller si loin puisque c'est spécifique à chaque NVR. Mais en tout cas, lui, il est capable de gérer le contrôle d'accès et l'alarme. Donc à cet endroit-là, on a des applications comme des modules supplémentaires. Attention, parfois c'est soumis à licence, il faut bien se renseigner. Et vous avez des fonctions à ce sujet. Quand vous avez fait une copie ou un téléchargement, c'est ici. Quand vous avez des notifs comme un mouvement et tout, c'est ici aussi. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour voir ce qui s'est passé. Et à cet endroit-là, il me semble, je ferme. Ici, vous allez avoir tout ce qui est anomalie, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. C'est ça, hein. Anomalie de sauvegarde. Voilà, vous allez avoir toutes les informations ici quand il se passe quelque chose qui n'est pas attendu par le serveur. Et le fameux bouton ici, déconnecter, arrêter, redémarrage. Un basique, vraiment un basique. Voilà. Donc, vous avez vu à peu près l'ensemble. Après, pour ici, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les boutons. Tout en bas, on a le moniteur auxiliaire si vous avez plusieurs moniteurs. Donc ça, moi je vais pas y toucher parce que j'ai qu'une seule sortie, j'ai pas envie de tout bouger. Là, vous pouvez choisir la mosaïque. Nous, on a un NVR qui fait que 8 caméras, donc il va vous présenter 9 cases, hein, puisque on peut pas faire vraiment autrement. Et vous allez avoir le petit logo Ashika en bas à droite. Ensuite, vous pouvez faire en sorte que ça commute, c'est-à-dire ça passe d'une caméra à l'autre de lui-même. Vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement continu, tout ça, c'est ici. Si vous voulez plus avoir les cadres, mais on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est pour ça que je passe vraiment vite dessus. Et là, si vous le voulez en plein écran, c'est ce que souvent les gens utilisent. Ils utilisent ça comme ça, ils mettent en plein écran, et puis quand ils ont besoin de quelque chose, ils double-cliquent, ils voient la caméra, et puis ils redouble-cliquent dessus pour revoir la mosaïque. Alors, on va faire la suite directement sur la page web. On va la parcourir très très vite, on va pas refaire 2 fois la même chose, hein. Donc, au niveau des caméras, je vous conseille de démarrer en mode Internet Explorer. Généralement, ça permet de bien faire fonctionner les plugins des NVR. Il est fâché, en tout cas là, sur la page web ça marche pas très bien. Ah, donc là il me demande de télécharger et d'installer le plugin, on va le faire en direct. Donc vous voyez que la proposition elle ne se faisait pas tant que je n'étais pas en mode Internet Explorer. Donc là je vais pouvoir activer le mode. Je vérifie toujours en haut à gauche si je suis en Internet Explorer. Je mets ici mon mot de passe et à ce moment-là, si je clique ici, je devrais avoir la visualisation. Bon, il me demande de télécharger un module complémentaire, j'ai l'impression. Non, c'est bon, c'est déjà installé, donc ça devrait fonctionner. Bon, la lecture, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser l'outil de lecture à distance, si vous voulez le voir sur le PC. On va faire cet outil-là, enfin, on va faire une vidéo à part là-dessus, hein. Vous utilisez l'application qui s'appelle IVMS 4200. J'ai déjà eu quelqu'un en commentaire qui m'avait dit qu'il avait des difficultés pour voir les caméras, mais je vous conseille d'utiliser cet outil-là. C'est l'outil qui normalement gratuit lorsque vous utilisez directement le serveur à distance depuis un PC. Après, il y a des histoires de licence et tout, hein, quand vous voulez aller un peu plus loin, mais bon, en globalité, vous avez pas mal de fonctions qui marchent, en tout cas si vous avez acheté le NVR, ou si vous voulez vous connecter directement à vos caméras, hein. Normalement, ça devrait s'afficher sur la page, mais là, on va surtout voir la partie configuration, en tout cas de ce NVR, hein. Donc, la vue en direct, ça se situe ici, donc là, vous pouvez bien sûr choisir votre PTZ et les informations sur la droite. Ensuite, vous pouvez effectuer une relecture à distance, hein, comme si vous étiez sur place, hein. Vous pouvez sélectionner une heure, et même si vous avez des difficultés pour le voir en direct à l'écran, moi j'ai déjà effectué des enregistrements. Ça fonctionnait les enregistrements, mais il ne fonctionnait pas les relectures. Alors, je vais ressaisir mon mot de passe, puisqu'il vient de me virer. Bon.
En tout cas, ici, vous avez la vue en direct. À côté, vous avez la possibilité de faire des relectures. Donc, j'en étais là avant qu'il plante. Et vous pouvez normalement faire à peu près tout ce que vous avez déjà sur le NVR en direct. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez les mêmes fonctions que l'autre côté. Vous avez les fichiers. Donc, vous pouvez voir les vidéos. Vous pouvez télécharger les images. Par contre, ici, je devrais pouvoir avoir les vidéos. Et vous avez ici les applications qu'on avait vues. Donc, vous avez l'analyse du temps d'attente, vous avez une analyse d'état de file d'attente. Donc c'est par exemple si vous avez, je sais pas, un centre de genre de parc d'attractions et que vous voulez mettre devant les toilettes le temps d'attente entre deux files d'attente, vous pouvez le faire ici. Voilà. Donc vous choisissez la région de la caméra et vous pouvez sélectionner le comptage avec ces fonctions-là. Encore une fois, il faut la caméra qui le fait et le NVR qui le fait. Donc là, le NVR le fait, je ne suis pas sûr que la caméra le fait. Vous avez ici la configuration, donc c'était là le point qui nous intéressait le plus. Donc on va commencer le menu tout en haut. Donc ici, vous choisissez le protocole, vous mettez TCP, le type de flux que vous voulez voir lorsque vous faites l'affichage en direct. Donc on parle bien de la page de la première vue, en flux principal ou secondaire. Est-ce que vous voulez que ça soit plutôt sur le direct ou que ça soit plutôt fluide? Est-ce que vous voulez voir les articles des caisses quand ils passent? Mais encore une fois, il y a pas mal de paramétrage pour en arriver là. La taille de l'image, est-ce que vous voulez que ça soit étiré ou en 4 tiers ou en 16/9? Démarrer l'auto à l'affichage en direct, oui ou non? Quand vous enregistrez, est-ce que c'est en image JPEG ou BNP, tout ça? Est-ce qu'on fait un chiffrement sur tout ça? Et j'en passe. Je vais passer même vite parce que tout ça, vous avez à peu près compris les fonctionnalités. Ensuite, la configuration système, là, ça devient intéressant. Vous avez le nom de l'appareil. Je vais devoir flouter encore tout ça. Mais par contre, le nom de l'appareil, s'il vous plaît, renseignez quelque chose de cohérent. Vous mettez, appartement, Paris, etc. Ça, c'est important qu'on sache d'où vient l'équipement et les informations. Ça peut être extrait plus tard sur les vidéos. Donc, faut des choses qui ont du sens. Si vous mettez Banque de France et que c'est votre appartement, si un jour il y a un litige et une recherche, ça peut poser problème. Le réglage de l'heure, très important, comme je vous dis, des problèmes d'heure, ça peut être des problèmes juridiques, donc il faut bien mettre les choses correctement. Le mode de sortie du menu, donc comment vous voulez que ça soit la résolution de votre vue en direct sur votre serveur. Donc là, si vous avez mis 4K et votre vidéo ne le fait pas, l'écran ne le fait pas, et que vous n'avez plus d'affichage, c'est là qu'il faut remettre en Full HD. Bon, 1080p, ça va jusqu'à 32 pouces, je vous le dis comme ça, vite fait à la volée. Après, effectivement, il faut passer à 2K ou 4K, parce que vous allez malheureusement pas pouvoir profiter pleinement de la vue de vos caméras, quoi. Et après, pour votre port VGA, là, faites bien attention. Normalement, Full HD en VGA, ça peut très bien fonctionner. Bon, pour le à propos, c'est les licences et du blabla, on n'en veut pas. Maintenance, là, c'est l'endroit où vous allez aller tout le temps, quand vous allez avoir besoin de redémarrer l'appareil, restaurer les informations par défaut. Avant de faire une restauration, il faudrait déjà faire un export, comme ça, s'il y a le moindre souci, vous pouvez juste réimporter les informations. Donc là, vous réinstaurez les infos, les paramétrages, sauf l'adresse IP. Vous allez pouvoir vous reconnecter dessus facilement. Et là, si vous cliquez en dessous, ça restaure tout comme s'il vient de sortir du carton, quoi. Là, vous allez pouvoir paramétrer les périphériques ou la configuration des caméras ou d'autres paramétrages IoT. Donc ça, c'est ici que vous allez pouvoir les réimporter. Attention, parfois, il vous demande un mot de passe pour pouvoir les réimporter. Donc il faut bien le mot de passe de votre serveur. Là, si vous voulez que l'heure soit synchronisée avec votre système et les caméras, donc c'est là où il faut marquer on si vous le souhaitez. Pour mettre à niveau le logiciel, c'est ici que vous allez choisir et que vous allez, j'ai envie de dire, pêcher le firmware sur le site de HTK Vision, et il n'est pas pratique à manipuler le site. Alors ils ont un portail HTK Vision, je vais essayer de vous le trouver. Donc vous avez un portail comme ça où vous avez vraiment plus d'informations, surtout sur le plan, on va dire pro. Vous allez pouvoir retrouver votre équipement, le NVR, et trouver votre firmware par rapport à votre version et tout. Je vais pas plus loin, mais au moins vous avez cette information là. Ça sera beaucoup plus simple que depuis la page de HTK. Vous allez vous retrouver avec plutôt une fiche technique concernant la série de votre NVR et non pas le modèle de votre NVR. Donc ça, vous faites bien attention, vous récupérez votre firmware, vous le mettez dessus, bien sûr, il va redémarrer et ça va
refonctionner comme il faut. Là, au niveau de la maintenance, vous pouvez l'activer encore une fois, faites attention, puisque comme ça active un redémarrage et vous pouvez pas mettre à une heure aléatoire ou une plage d'adresse, une plage d'horaire aléatoire. Si vous mettez dimanche à minuit comme c'est marqué, vous savez qu'à dimanche à minuit, vous cassez la fenêtre et vous avez 1 ou 2 minutes pour neutraliser les câbles réseau et vous n'aurez pas d'enregistrement sur ce qui s'est passé. Alors, juste avant d'aller trop loin, ici, il y a la mise à jour en ligne. Ça, c'est super pratique. Vous cliquez dessus. Il va lui-même chercher la mise à jour et s'il y en a une, il le fait. Le journal, ça, vous êtes obligé de faire une petite recherche pour qu'il vous donne tout ce qu'il y a comme recherche. Tout à l'heure, sur la vidéo, on avait fait une smart recherche sur le disque dur pour vérifier s'il y avait des secteurs défectueux. On le voit bien là. C'est important de mettre, bien sûr, des utilisateurs pour qu'on puisse comprendre qui fait quoi. Quand on voit connexion locale admin, on comprend que tout ce qui va suivre derrière, ça concerne bien ce compte qui est utilisé. Et puis, vous avez une fonction diagnostiquée. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez le débogage par clé USB. Vous avez la visualisation d'informations de statistiques. Tout ça, c'est quand même des informations un petit peu techniques. Donc, si ça vous parle pas, laissez tomber. La capture, ça peut être souvent demandé. Ça, faut faire attention. Donc, vous pouvez mettre une condition de filtrage pour demander que ça soit filtré que sur cette adresse IP là. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment bien fait. Et puis, vous avez le débugage de flux. Alors là, vous pouvez choisir comment démarrer un débugage. Ça va donner des instructions, on va dire, précis pour chaque élément. On va passer très vite puisqu'on a déjà vu ça. Ça, le flux RTSP, vous pouvez le rebasculer en basique. Ça peut être utile pour certains outils. Attention, le basique, vous allez perdre en sécurité, donc vous le faites que si c'est nécessaire. Filtrage adresse IP, on l'a vu. Le filtrage de MAC adresse, pareil. Ici, on a la même chose. La gestion de mot de passe, pareil. Ici, conditions de double vérification, je vous ai dit pareil, on a fait déjà le nécessaire. Et les organismes de certification, si vous voyez pas de quoi on parle, laissez tomber. Pour créer les utilisateurs, c'est là. Pour voir les utilisateurs en ligne, c'est là. Je vais très vite parce qu'on a déjà fait tout ça sur le NVR. Ici, vous avez vos caméras, vous voyez celle qui est en ligne, vous voyez la marque. Si vous voulez changer, il faut aller dans Canal PoE, il faut le décocher, vous revenez en arrière et normalement, vous pouvez enfin ajouter une caméra et elle va se situer en D2, vous voyez, puisque là, la D1, elle est utilisée. Donc là, vous faites bien gaffe parce que si vous décochez pas, et ici, quand vous allez vouloir l'ajouter, moi, j'ai déjà eu, là, je l'ai, ouais, c'est grisé. On peut pas rajouter manuellement une caméra à moins qu'elle soit connectée en automatique. Donc là, vous faites bien attention à ça. Vous cliquez là, vous décochez et vous retrouvez la main sur l'ajout des caméras manuellement. Ensuite, vous pouvez activer le mode de résolution Ultra HD. Ça, je ne l'ai jamais utilisé, vous pouvez laisser comme ça. Réglage du visionnage, donc ça vous voyez que depuis la page web on peut gérer l'apparence de l'écran, ça c'est plutôt sympa. Par exemple je vais changer à l'écran, je vais essayer de faire un écran de chaque côté pour que vous puissiez voir que voilà, je peux changer en live l'écran et ça c'est vraiment sympa. Ensuite l'audio, vous pouvez créer des audios en automatique, vous pouvez l'importer là en page web, c'est peut-être beaucoup plus simple que depuis le NVR avec une clé USB, tout ça c'est quand même pas simple. Si on importe, il demande quel format. Il demande le format AAC, donc ça c'est le format recommandé, sinon il accepte quand même des MP3. Pour la vidéo, et bien là c'est la même chose que ce qu'on a vu, encore une fois je vous conseille fortement d'aller directement sur la caméra, vous aurez plus d'options, mais sinon un petit clic comme ça permet quand même d'optimiser, et puis déjà de faire un premier jet, d'avoir quelque chose de plus optimisé en quelques clics. Donc ça, le canal 0, tout ça, on avait déjà vu. Les événements, c'est exactement la même chose. Par contre, vous allez sûrement vous rendre plus souvent sur les événements de ce côté-là, puisque quand il y a une panne, vous voulez pas gêner votre client, vous allez vous connecter à la page web et puis vous allez pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, je passe, parce que encore une fois, on a fait déjà le tour ici. Au niveau des événements intelligents, c'est exactement la même chose que l'autre côté. On va choisir des fonctions comme le mouvement, l'anti-sabotage, tout ça. Bon, vous le renseignez là, ça va fonctionner. Encore une fois, il faut que la caméra soit compatible ou que le NVR soit compatible. Ça va dépendre du cas par cas chez vous. Faites le test. Si vous ne savez pas, faites le test. Sinon, demandez bien à votre fournisseur avant de commander 50 caméras. Là, ça va être le TCP IP, l'adresse IP de votre équipement. Bien sûr, si vous le renseignez, attention, l'adresse qui est là va bouger. Donc, mettez bien des choses avec une cohérence, sinon vous allez être surpris.
Le dynamique DNS, on l'a vu. Tout ça, on l'a déjà vu, je passe. Ici, vous avez le SNMP, c'est un protocole encore, si je ne me trompe pas, hein, qui va remonter des informations précises sur le réseau et sur l'équipement réseau. Encore une fois, si vous voyez pas de quoi on parle, donc ça, vous pouvez laisser passer. L'email, c'est là où vous pouvez renseigner ce qu'il vous faut pour Gmail. Donc je mettrai un petit écran à nouveau avec les informations. Accès à la plateforme, bah là je vous avais dit, il faut un clé de cryptage plus le QR code, et donc avec ça bah, vous allez pouvoir retrouver les informations. Là je vois que vous n'avez pas le... Ah si, il est là, il est affiché là le QR code. Sinon vous pouvez afficher directement le numéro de série de la caméra qui se situe dans informations de base, et là il faut voir le numéro de série, les 9 derniers il me semble, hein. Si je me trompe pas, en tout cas si je me trompe, je mettrai un petit écran avec exactement ce qu'il faut. Ensuite vous avez la fonction 902.1x, c'est encore un protocole si je me trompe pas, mais ça va vous permettre de pouvoir accéder à un réseau. Tant que vous activez pas ça, vous n'avez pas accès à ce réseau là. Donc là, à ce moment là, c'est que votre responsable réseau a mis en place cette sécurité là, par défaut s'il n'y est pas, hein. Vous n'en avez pas besoin, hein. Donc ça c'est dans les banques ou dans les endroits hyper sensibles, quand vous branchez un réseau directement sur le switch, il se passe rien. Donc ça sert à ça, et là il faut renseigner ces éléments là avec un login, un mot de passe. Comme ça, si quelqu'un déconnecte votre caméra et connecte son PC pour pouvoir avoir accès à plein de choses, bah il a accès à rien. Donc ça c'est le point intéressant. Ensuite, les protocoles ONVIF, c'est là où vous le cochez. N'oubliez pas, il faut toujours ajouter un utilisateur. Ne mettez pas le même login et mot de passe, sinon ça ne fonctionne pas toujours. Ensuite, les services réseau ici, diffusion des éléments ici, c'est la même chose que ce qu'on a vu déjà sur le NVR. Au niveau des images, eh bien, encore une fois, il faut le faire plus proprement sur la caméra, mais si vous ne pouvez pas le faire, bah, vous pouvez un petit peu jouer ici le contraste et autres, mais faites-le correctement sur le NVR, c'est quand même mieux. Par contre, l'OSD, je comprends que vous voulez peut-être changer le texte, vous pouvez le changer là, il me semble que ça l'envoie sur la caméra, si c'est du HIK. Si c'est pas du HIK, je crois que ça marche quand même en ONVIF, sur certains modèles d'ONVIF, le modèle, je veux dire la version d'ONVIF, donc vous pouvez quand même le tenter. Mais sinon, faites-le de la caméra, et là ça peut être long, hein, si vous avez une centaine de caméras pour mettre les noms comme il faut. C'est quand même cool quand vous prenez la même marque et que vous pouvez tout faire depuis le NVR. Le masque de confidentialité, on en avait parlé, c'est pour faire des petits carrés, pour pas voir des zones, par exemple chez le voisin ou dans la rue. C'est ici que ça se passe. Le VCA, c'est tout ce qui est intelligence et détection, donc ça on passe, hein, objet, c'est bien ça, objet jeté, donc ça peut détecter les objets jetés, des trucs comme ça. Bref, encore une fois, il faut que la caméra reconnaisse cette fonction-là. Capture de cible, pareil, il faut la caméra qui le fait. Détection de véhicules, il faut la caméra qui fait cette fonction-là. Ça peut détecter les véhicules. L'espace de stockage, eh ben ici, il faudra regarder si votre disque dur se passe bien. Est-ce qu'il est bien réinscriptible ou pas? Donc là, il y a de la place que pour un disque, si je ne me trompe pas, mais ici, vous pouvez avoir un NVR avec 8 disques, hein, ça arrive fréquemment, hein. Donc là, c'est là où vous allez avoir les informations. Si vous avez des disques durs distants, c'est ici que vous pouvez le renseigner. La détection de problèmes de disque, ça va être là, hein. Vous allez pouvoir faire des autotests et voir si tout se passe bien ou pas. Vous pouvez faire aussi un stockage cloud. Attention, Ashika va vous demander un petit portefeuille sur ce point-là, il me semble. Si c'est pas le cas, si vous avez des astuces, vous mettez un petit message en commentaire, hein. Ici, vous pouvez choisir pour chaque caméra quel type d'armement vous voulez et à quel moment. Ça, c'est plutôt bien fait. Vous pouvez ici aussi choisir la même chose pour les captures. Ensuite, le mode avancé, bon, ça va vous donner la possibilité de mettre les vacances. Ça, on l'a vu déjà sur le NVR. Je passe beaucoup de choses, hein, mais en fait, vous voyez que c'est un gros copier-coller, hein, de ce qu'il y a directement sur le NVR. Il y a des gens qui préfèrent tout sur le NVR. Moi, j'aime bien depuis la page web. Maintenant, parfois sur la page web, il n'est pas simple pour afficher le direct, comme on a vu tout à l'heure, ça marchait pas, donc faut quand même faire attention, mais moi j'aime bien directement de la page web, c'est clair, et puis ça gêne pas, peut-être que quelqu'un est en train de l'utiliser, et moi ça me pose pas du tout de problème dessus. Là vous pouvez ajouter des appareils de contrôle à distance ou de contrôle d'accès de porte, hein, donc il le gère bien, hein. C'est ici que vous le renseignez, vous le rajoutez. Dispositif d'alarme, c'est ici aussi, et à cet endroit là
la configuration, ce qu'ils appellent d'événements IoT, mais comme là on n'a pas renseigné derrière des éléments d'alarme et de contrôle d'accès, je pense qu'on a les champs qui sont vides ici. Eh bien on a été très vite dessus, hein, mais comme je vous dis, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, donc je le fais vraiment à toute allure, hein. Je demande si je fais un affichage comme ça. Ah bah vous voyez, là ça marche. Donc c'était tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais ça ne marchait pas. On peut faire quelques fonctions comme bah voilà, un zoom numérique, exactement la même chose que ce qu'on a de l'autre côté. Faire une photo, bah enregistrer le son si le son est possible. Puis vous pouvez aussi cliquer là et il me semble que ça démarre l'enregistrement directement. Ce qui se passe sur votre PC, donc là il y a juste à cliquer là, mais vous enregistrez que le direct. Sinon, vous allez dans le champ lecture et là vous pouvez enregistrer tout simplement les relectures, faire les découpages, enfin la même chose que ce que vous faites avec votre NVR. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Si vous voulez collaborer, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez que j'essaye des nouveaux équipements, eh bien, pareil, je suis assez ouvert là-dessus. Vous pouvez laisser un message. Je mets mes coordonnées, tout ça, sur ma fiche YouTube. Merci encore pour votre soutien. Les likes et vos petits commentaires, bah, ça me donne un peu de bonus pour que je puisse continuer à faire les vidéos. Et ça, c'est cool. Encore merci pour tout. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Merci.